la censure, ou en tout cas, appelez-la comme vous voulez, on l'intériorise tous. Et ça, c'est vrai dans tous les milieux. Tu n'as pas On besoin connaît les d'avoir... codes. On connaît les codes, on sait où on est, on sait où on se trouve, on sait ce que pensent les gens autour de nous et on sait ce qui est attendu de nous. Ça, c'est vrai dans tous les milieux. Le milieu journalistique ne fait pas exception. Bonjour à tous, bienvenue à bord d'un nouvel épisode de Contact. Mon invité cette semaine, Hélène Buzetti. Elle a été pendant plus de 20 ans la courriériste parlementaire à Ottawa pour le quotidien montréalais Le Devoir. Elle écrit aujourd'hui pour les Coops de l'information où elle se décrit davantage comme une analyste de l'information, titre qu'elle peut sans gêne revendiquer, et aussi auteur, peut-être que c'est un choix politique, auteur d'ailleurs d'un petit essai qu'elle a publié cet automne. Je dis petit, mais néanmoins percutant. Ça s'appelle Plaidoyer pour l'extrême centre. D'abord, à la faveur d'un tirage numérique qu'on a pu la lire, mais les nouvelles sont bonnes pour ceux qui voudront la lire sur papier, puisque le livre devrait sortir dans les prochains jours. Hélène Buzetti est avec nous. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup de m'inviter. C'est un réel, vrai plaisir. Je dis souvent ça, mais je fais en sorte d'ailleurs que j'invite souvent des gens que j'aime ou avec lesquels j'ai envie de converser. Je vous poserai un peu la même question que j'ai posée à Marie-France Bazot sur des territoires qui sont peut-être adjacents la semaine dernière. Elle a commis un petit essai qui portait spécifiquement sur les médias où elle disait « Nous méritons mieux ». Or, l'accueil avait été assez tiède, finalement même froid. Les collègues n'ont pas vraiment beaucoup consacré d'espace à son titre. J'ai eu l'impression que vous aviez subi un peu le même sort. On vous a entendu, mais très discrètement. Peut-être qu'avec la sortie papier, une autre affaire s'ouvre, une autre perspective. Mais autrement, est-ce que c'est possible que nous n'aimions pas collectivement, comme corporation, celle des journalistes, des commentateurs, être critiqués? Oui, je pense que la réponse courte, c'est oui. Nous n'aimons pas la critique. Nous ne sommes pas très enclins à la critique non plus. C'est un peu à cause du métier lui-même. C'est un métier de fou, un métier où on est toujours dans l'urgence, dans le quotidien, et encore plus maintenant avec les nouvelles en direct, où avant, une journée en chassait l'autre, maintenant, c'est une heure qui en chasse une autre. Et donc, déjà, c'était difficile de faire de l'autocritique, mais là, maintenant, on n'en a tout simplement pas le temps parce qu'on a toujours besoin de penser à ce qui s'en vient. Est-ce une raison valable? Je ne dis pas que c'est valable, mais je pense que c'est une des raisons pour laquelle il n'y a pas d'autocritique. Mais oui, je crois qu'il en manque beaucoup. Et moi, ce qui me motive, c'est que, bon, le journalisme, les journalistes ont toujours trôné au sommet du palmarès des professions mal aimées. Hein? On le C'est sait. pas nouveau. C'est pas nouveau avec les vendeurs de chars usagés puis les politiciens. C'est ma ligne classique. Mais bon, il faut comprendre que quand on est porteur généralement de mauvaises nouvelles, par définition, ça ne fait pas de nous des gens très populaires. Ça, je le conçois. Mais il faut quand même admettre que dans les dernières années particulièrement, notre impopularité s'est accrue de beaucoup. Et je pense que ça commande, ou ça devrait commander un peu d'introspection, nous demander est-ce qu'il y a peut-être quelque chose qu'on ne fait pas correctement. Une des choses que vous faites assez bien dans ce petit essai, votre plaidoyer pour l'extrême centre, et on y arrivera aussi à ce que vous recommandez politiquement, parce que d'ailleurs, vous tordez le cou à la fin de ce livre à cette idée qu'une représentation plus proportionnelle dans nos parlements serait meilleure garante d'un équilibre politique et d'harmonie. On reviendra là-dessus parce que je trouvais ça intéressant. Vous m'avez d'ailleurs en partie convaincu. Je trouve ça... d'ailleurs, c'est ça le débat. Oui. Le débat, c'est pas de gagner, parce que si on gagne rien, on ne change jamais d'idée. Je postule, moi, que je suis ravi quand quelqu'un réussit à me faire changer d'idée. Alors, pour l'orgueil, si c'est quelque chose qui est en jeu, tant pis, mais on gagne à apprendre Absolument. ou à avancer. Bon, fin de la parenthèse. Le maître mot de l'époque, c'est diversité. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, absolument. Oui. Et toutes les diversités sont mises de l'avant. C'est même politiquement très rentable pour le premier ministre du Canada. Or, la diversité de points de vue, elle, est peut-être pas au rendez-vous. Elle s'effrite, elle s'effrite. Ce que je postule dans ce livre, c'est qu'il y a un rétrécissement du spectre des idées jugées recevables, jugées acceptables dans nos forums, nos émissions d'affaires publiques. Il y a de moins en moins de possibilités
de remettre en question certains postulats par rapport aux idées de l'heure, notamment, évidemment, on pense au MeToo, le colonialisme. Ou le décolonialisme. Oui, plutôt. Le racisme systémique. Enfin, on pourrait faire une très longue liste. Des sujets qui sont par ailleurs tout à fait légitimes, là, valables. Il y a évidemment des critiques tout à fait fondées. Mais parfois, ces discours-là peuvent parfois faire quelques dérives ou aller un peu trop loin. Et on dirait qu'on n'a plus cette capacité, plus cette autorisation de dénoncer ces dérives ou de les remettre en question, tout simplement d'entamer un débat. Pas nécessairement, comme vous le dites, de convaincre, mais peut-être de venir, par ce débat, venir peut-être temporiser ou de modérer le discours. Et ça, c'est de moins en moins possible. En fait, ma crainte, c'est qu'il y ait une tentation, puis je fais très attention quand j'emploie les mots totalitaires, c'est-à-dire qu'au nom de ce que c'est une évidence, une idée ne devrait plus être débattue. Une idéologie ne devrait plus être débattue parce que c'est tellement vertueux, c'est tellement évident. Or, les plus grands dérapages de l'histoire, avec carnage à la clé, et je sais que c'est pas de ça qu'on parle en Amérique du Nord ou en Europe, mais ça s'est vu ailleurs, c'était dans la certitude. Combien de combats au nom de l'homme meilleur se sont réglés sur des millions de morts? Absolument. Alors, c'est pas de ça qu'on parle, je fais encore une fois attention, mais questionner l'idée ou l'idéologie devient en soi quelque chose d'hérétique. Absolument. Puis, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce mot de totalitarisme. On est dans une forme de totalitarisme intellectuel en ce moment où cette liberté de questionner respectueusement, il faut insister là-dessus, mais de questionner, de débattre et de trouver peut-être des consensus plus rassembleurs aussi, c'est de plus en plus difficile. Et c'est là où je critique ma profession parce que c'est supposé être notre rôle que d'être un peu les fous du roi, cette idée de celui qui est à la cour et qui, lui, contrairement à tous les autres, a le droit de tout dire, même que le roi est gros, même que le roi est toutes sortes de choses. C'est notre rôle. C'est celui qui libère la parole. En se détachant de cette parole, en se déliant de cette parole, à savoir qu'on se fait porteur d'une parole qui n'est pas par ailleurs nécessairement la nôtre. On se fait on se fait porteur de la parole des uns et des autres. Et en faisant ça, on ouvre le spectre de ce qui est possible, de ce qui peut être dit. Et je trouve qu'on le fait de moins en moins. Je pense qu'on manque de courage dans la profession. On a peur de se faire reprocher de porter certaines paroles plus dérangeantes. Et donc, on le fait de moins en moins. Et ce faisant, il me semble que l'espace de débat se rapetisse. Et je me sens, moi, très à l'étroit. C'est différent de ce que vous avez connu dans les, par exemple, 20 premières années ou 15 premières années de votre carrière quand vous étiez courriériste, par exemple, pour Le Devoir, qui est un journal comme d'autres qui a aussi changé. Oui, absolument. Bien, c'est un peu difficile de comparer de mon point de vue parce que quand j'étais en début de carrière, je n'étais qu'une journaliste. Maintenant, je suis une analyste. Le rôle est différent, évidemment. Il y a une hiérarchie? Pas dans le sens de hiérarchie, mais dans le sens de la liberté de parole que j'ai. Évidemment, quand on est analyste, on peut peut-être questionner davantage, ce qui n'est pas le rôle du journaliste qui, lui, porte des points de vue. Je suis absolument d'accord avec vous. D'ailleurs, on y reviendra sans doute. Il y a débat là-dessus. Oui, les confusions des genres. Oui. Est-ce que le journalisme peut être militant et même doit être militant? Oui, exactement. Il y a tout le débat à la FPJQ, là, on y reviendra, effectivement. Mais ce n'est pas qu'un débat québécois, c'est un débat qui court partout en Occident, chez nos amis américains, en France et ailleurs. Tous ceux qui nous écoutent partout savent qu'on pose la question, par exemple, sur les enjeux climatiques. Peut-on être autre chose que militant quand on fait de l'information? Je me pose la question. Moi, non seulement j'en suis pas convaincu, je pense que le journalisme, mais ça trahit mon âge, n'a pas à être militant. Mais ça revient à ce totalitarisme dont on parlait, qui se fait toujours au nom d'une bonne cause. C'est toujours au nom d'une bonne cause qu'on dit « tais-toi, voici la chose à croire, voici la chose à endosser, voici la chose à défendre. » Tais-toi. Voilà, tais-toi. Mais c'est exactement ça. Alors que le journaliste, lui, il est supposé de donner la parole à tout le monde. Même, évidemment, j'allais dire même les paroles dérangeantes. Et là, j'allais juste ajouter, dire, je ne suis pas entièrement d'accord avec moi-même là-dessus, en ce sens que c'est vrai qu'il y a des lignes à ne pas franchir. Et demandez-moi pas de faire la liste de ces lignes-là. Non, mais l'incitation à la violence est un bon exemple. Voilà. Je pense qu'on ne peut pas se tromper, c'est-à-dire que quiconque se ferait l'apôtre d'une violence débridée, c'est à prendre avec des pincettes. Alors, si c'est un acteur conséquent où il le devenait, on pourrait en parler sans pour autant se dire on va lui donner le mégaphone chaque fois. Mais en dehors de ces circonstances extrêmes, violentes,
Par exemple, est-ce qu'on doit s'interdire de s'exposer? Puis je fais attention en le disant parce que je sais que c'est un piège pour être repris, montré du doigt, démonisé. Mhm. Mais je sais qu'à Radio-Canada, par exemple, ils ont fait le choix, l'Ombudsman, bien avant que j'ai mes démêlés avec l'Ombudsman, a fait le choix de dire, ben, euh, toute parole qui serait climato-sceptique n'a pas besoin d'être entendue quand on parle de Mhm. climat. La question que je me pose toujours, c'est qui est climato-sceptique? Voilà. Ouais. Donc, qui est cette personne que Mm. je peux disqualifier si ça fait mon affaire Mm. parce que j'ai une autorisation, un précédent, par exemple l'Ombudsman, qui dit ces points de vue ne sont pas recevables. Mais ça, tu vois, c'est une ligne que j'aurais de la misère à tracer sur le... Bon, petite mise en garde, je suis extrêmement environnementaliste dans ma vie, c'est super important pour moi. Je referme la parenthèse. Mais Ça, c'est tout à fait légitime. Oui, et là, c'est une ligne, parce qu'à un moment donné, la science a quand même prouvé un certain Mhm. nombre de choses. Puis là, à un moment donné, tu dis, ben, jusqu'à quel point, au nom de l'équilibre des points de vue, je dois donner encore la parole à des gens qui maintiennent des thèses qui ont été démontées par les scientifiques. Alors, à un moment donné, c'est pour ça que je dis, oui, il faut donner la parole à tous, mais à un moment donné, il y a des lignes à ne pas franchir. Et comme je vous dis, ces lignes, elles ne sont pas toujours évidentes d'emblée, elles sont à être réfléchies à chaque fois, mais quand même, en ce moment, les lignes sont étroites. Mais ce que je constatais, parce que je suis avec vous d'accord qu'il y a des évidences scientifiques qui s'imposent, et puis même anecdotiquement, à la hauteur de nos vies, on se dit qu'il y a quelque chose qui se passe dans le monde dans lequel nous vivons. Mais je vais revenir à un exemple incarné, puis je vous demande pas de commenter, mais peut-être de commenter, finalement. Allons-y. Luc Ferry, que j'avais reçu à Radio-Canada, qui commet un pamphlet qui, évidemment, ne s'attaquait pas à l'idée des changements climatiques, mais à l'idéologie environnementaliste en disant, attention, est-ce qu'on est partant pour la décroissance? Quels sont les prix que nous voulons payer? Peut-on réclamer une chose, la transition verte, et ignorer l'énergie nucléaire? C'est des questions tout à fait valables, mais qui étaient fâcheuses. Mm-hmm. Et on m'a dit, ben, il aurait peut-être fallu équilibrer son point de vue. Mais je dis, en vertu de quoi? Le personnage n'est pas en train de dire qu'il n'y a pas... On s'entend, on est en face d'un ancien ministre de la République, philosophe, édité, mais ça posait problème. Mm-hmm. Alors, je veux être le récepteur détendu de la critique, mais est-ce que c'est pas aussi et surtout parce que c'est dans l'idéologie du jour quelque chose qui est plus difficile à entendre? Ben, ça dérange. Ça dérange, mais là, il ne faut pas qu'on parte sur la question environnementale parce que je vais en parler pendant 2 heures, mais la somme d'hypocrisie ou en tout cas de décisions, de fausses décisions environnementales que l'on prend, tout ce virage vers les voitures vertes électriques, moi, ça me fait me poser plein de questions. Sans mesurer les impacts dans 5, 10 ou 15 ans. Et les impacts sont tellement plus larges que ce qu'on pense. D'abord, c'est qu'on n'a pas remis en question la philosophie de l'auto-solo. Donc, les mines que ça réclame, etc., ces voitures qui sont beaucoup plus chères. Donc, qu'en est-il des classes moyennes inférieures? Les pays en voie de développement auront-ils, eux, les moyens de prendre le pas de l'Occident quand nous, on aura tous passé avec des voitures électriques qui coûtent le triple de ce qu'elles coûtaient? Il y en aura peut-être des moins chères éventuellement. Mais est-ce que ces pays en voie de développement-là sont condamnés à ne pas avoir de véhicules parce que nous, on n'en aura plus, le prix du pétrole va exploser? Il y a quand même des grandes questions. Il faut envisager, aborder les enjeux de manière beaucoup plus large. Et souvent, on est en silo, on regarde un problème et on ne voit pas les répercussions. Et ça amène donc ces fausses solutions environnementales qui ne remettent pas en question nos comportements beaucoup plus profondément, de justement le transport solo, etc. Et ça devient une posture hypocrite, c'est-à-dire Absolument. qu'on arrive à démoniser l'autre sans assumer pleinement les conséquences de la démarche qu'on suggère. À toute petite échelle, à Montréal, les étudiants de la faculté polytechnique qui disaient s'il fallait, en 2023, que le parc automobile du gouvernement du Québec, le seul parc automobile du gouvernement du Québec, on ne parle pas de tous les véhicules qui sont en circulation, était électrique, Hydro-Québec ne serait pas capable, en période de pointe, de subvenir aux besoins pour cette simple portion ajoutée à l'équation, au mix. Voilà. Donc, dans 5 ans ou dans 10 ans, quand il sera même interdit de s'acheter une auto au pétrole, est-ce qu'on aura fait en sorte d'avoir les moyens
de fournir tous ces véhicules. Et quelles seront les conséquences? La conséquence sera probablement de devoir construire des nouveaux barrages. Mais ça aussi, ça a des conséquences environnementales, pas climatiques nécessairement, mais d'inonder des millions de kilomètres carrés. Ça a des conséquences sur la faune, sur la flore, sur les peuples autochtones aussi, les territoires ancestraux. Et les conséquences, les ramifications sont très larges. Donc, il faut aborder ça de manière ouverte. Oui, sur l'environnement. Parce que moi, je suis venu au monde Voilà. probablement comme vous à une époque où on se souciait de l'environnement. Voilà. Le climat n'était pas aussi oppressant, les questions climatiques pas aussi oppressantes, mais l'état de nos mers, de nos territoires était fondamental. Or, le tout électrique peut avoir un impact Absolument. sur notre environnement. Voilà, absolument. Tout à fait. Puis c'est ça, c'est que c'est un peu comme le sac de plastique à l'épicerie. Tu sais. On n'a plus de sac à l'épicerie, mais on achète en quantité industrielle des sacs réutilisables que l'on ne réutilise absolument pas assez pour qu'ils soient moins dommageables pour l'environnement, finalement. Donc, c'est une fausse solution qui a fait qu'une seule chose, augmenter les profits de nos épiceries qui n'ont plus de sacs à fournir et qui, en plus, vendent plus de sacs Glad et de sacs à compost et de sacs réutilisables. Alors, on n'a rien avancé, alors que dans nos épiceries, les aliments sont hyper emballés. Si vous aviez vraiment à cœur, chers épiciers, d'avoir un impact sur l'environnement, c'est là-dessus. Vous arrêteriez d'emballer dans du cellophane mon brocoli. C'est ça que vous feriez. Puis vous me laisseriez avoir mon petit sac IGA que, par ailleurs, j'utilise dans ma poubelle. Mais on ne voit pas ça. On y va en silo et on se refuse à ces débats plus larges parce que des fois, ça nous met inconfortables, ça remet en question des dogmes et puis c'est plus facile. C'est du prêt-à-penser, finalement. C'est pratique, le prêt-à-penser. C'est très pratique. Est-ce que vous vous êtes fait des inimitiés après la publication de votre petit essai? Parce qu'on a la peau extrêmement sensible comme profession. On est aux premières loges quand vient le temps de critiquer, de montrer du doigt, de noter tout ce qui est de travers dans le discours, par exemple, de nos élus. Mais quand il s'agit de nous regarder, de faire un examen de conscience, on est d'une sensibilité extrême. Oui. Je ne le sais pas. J'en ai pas remarqué. J'ai eu une personne, en fait, qui m'a écrit pour me dire qu'elle avait été choquée. C'est la seule personne. Mais autrement, moi, j'ai eu beaucoup de collègues qui sont venus me dire, puis ça, j'ai beaucoup apprécié ça, qui sont venus me dire, j'ai pas tout aimé, mais il y a des choses que j'ai aimées. Puis là, on débat. On a même fait un petit cocktail à un moment donné, puis les collègues sont venus. Le livre venait de sortir, ils ne l'avaient pas nécessairement lu en son entier encore. Puis là, il me dit, ben là-dessus, là, ça m'a dérangé, je suis pas d'accord. Puis on a débattu. Et waouh, c'était ça le but. Je vais employer un mot qui est terrible. J'ai jamais été courriériste, mais j'ai travaillé à Washington comme correspondant. Alors, j'ai vu quand un premier ministre du Canada se déplaçait, une partie de la colline... La meute. C'est exactement, c'est le mot que j'allais employer. La meute. Oui. Ça travaille ensemble, c'est très solidaire. Je peux le comprendre, hein. Je ne suis pas en train de démoniser la profession, mais c'est très intimidant. Puis quand on n'est pas initié au code, même comme jeune journaliste, ça me faisait un peu peur. Je me rappelle avoir posé une question qui n'était pas dans le registre de ce qui devait être posé. Et mes collègues étaient en pistolet parce que la réponse était plutôt bonne. C'était à la faveur d'un déplacement de M. Parizeau. Mais c'était comme pas à l'agenda de ce qu'on voulait savoir ce jour-là. Ouais. Et j'ai compris, mais viscéralement, que quand on sortait de la meute, il y avait un risque. Alors, quand on critique la meute, et les journalistes ne sont pas que des courriéristes qui travaillent en meute, mais... Ouais. Puis il y a une différence entre les courriéristes à Québec et Ottawa. Ottawa, c'est un peu moins vrai de par la diversité des gens qui arrivent de partout au pays, deux langues, même aussi des médias ethniques, certains qui font dans d'autres langues. Donc, cet esprit de meute et de groupe est beaucoup moins fort à Ottawa qu'il ne peut l'être à Québec. Je ne peux pas parler pour les autres capitales provinciales. Mais oui, il y a un esprit de corps très réel dans le milieu journalistique. Et de le critiquer, de critiquer nos pratiques, c'est pas nécessairement bienvenu. Mais quand même, puis en même temps, je me dis que ceux qui, à part cette personne qui m'a écrit, puis je l'en remercie d'ailleurs, j'aime bien avoir des retours, quels qu'ils soient. Mais à part cette personne ne m'a écrit pour me dire que c'était mauvais. Peut-être qu'ils ne l'ont juste pas dit. Mais il y en a quand même beaucoup qui m'ont dit « Waouh, ça fait du bien ». Ils ne l'ont pas nécessairement dit dans les médias, mais ils me l'ont dit à moi. En privé. Donc, ce qui prouve que peut-être que je mets le doigt sur quelque chose de réel. Je suis certain que vous mettez le doigt sur quelque chose de réel. La question, c'est sommes-nous prêts publiquement à l'admettre, pas que privément. Le travail commence dans votre petit essai sur une crise dont vous faites l'autopsie.
Il se trouve que ça fait 1 an Ouais. que cette manifestation des camionneurs occupait tous les écrans de télévision, la une de tous les journaux. Je suis surpris par le silence ahurissant 1 an plus tard, qui me semble totalement disproportionné par rapport à l'émotion générée, comme si ce n'était jamais arrivé, Ouais. ou à peu près. Ouais, ouais. C'est un terreau très fertile. Je dis que vous faites le post-mortem ou le diagnostic post-mortem. Je vous laisse développer sur la raison qui vous a permis de penser que c'était utile. Je suis de votre avis. Je crois que ça a révélé beaucoup de choses. Oui. Bien, il y a plusieurs choses là-dessus. D'abord, moi, je ne parlerai pas de post-mortem parce que je n'ai pas cette prétention-là. Je ne prétends pas avoir étudié à fond le convoi. Juste, je veux préciser ça, c'est important. Puis même que je vous dirais qu'avec le recul, il y a certaines précisions que je regrette de ne pas avoir mises. Puis j'y arrive. Mais pour moi, ça faisait longtemps que cette idée de parler de l'élargissement du débat public, de redonner droiticité à certaines idées, ça faisait longtemps que ça trottait dans ma tête. Quand j'ai démissionné du Devoir, c'était sur la liste des choses que je voulais écrire. J'avais déjà le titre un peu, comme je pense Dany Laferrière avait dit, là, il y avait tous ces titres, puis il restait juste à les écrire. Ouais, ça, c'était un des titres qui était sur ma liste. Mais je ne savais pas comment l'aborder. Et quand ce convoi des camionneurs est arrivé, ça a été mon étincelle. Et je me permets de vous interrompre là-dessus parce que ce plaidoyer pour l'extrême-centre, dans le fond, est un peu un cache-sexe, le titre, pour un essai qui porte beaucoup sur la liberté d'expression, l'absence de liberté d'expression. Mais il y a éventuellement, on y reviendra, je l'ai promis, une proposition sur l'extrême-centre. Oui. Mais c'est vrai que ça parle beaucoup des médias et de l'espace de débat que nous avons ou pas. Oui, c'est un clin d'œil, en fait. Puis certains m'ont reproché cette expression extrême-centre qui a par ailleurs été théorisée de manière assez péjorative dans le passé. Moi, en fait, c'était un clin d'œil au fait qu'on n'arrête pas de parler de l'extrême droite sans qu'on la définisse toujours. On ne sait pas toujours ce que ça signifie. Et d'autre part, la gauche radicale, extrême gauche. Et bon, mon clin d'œil étant, bien, pourquoi on ne retournerait pas à l'extrême centre? Donc, c'est un clin d'œil. On ferme la parenthèse. Là où sont d'ailleurs la majorité de ceux qui nous écoutent et de ceux qui choisissent de voter aux élections. Absolument. Donc, ce convoi, pour moi, a un peu illustré, en tout cas, ça vient cristalliser cette thèse que j'ai, que les journalistes sautent un peu trop vite aux conclusions. On est beaucoup dans cette posture d'étiqueter les gens. Vous êtes un bon ou un méchant. Il y a toutes sortes de dichotomies intellectuelles qui existent, nationalistes, fédéralistes, multiculturalistes, nationalistes, justement, gauche-droite, etc., etc. Et c'est du prêt-à-penser. Ça nous facilite les choses, mais ça, évidemment, caricature. Ça réduit la pensée des gens. Et donc, ça peut radicaliser aussi. Évidemment, ça amène à une radicalisation nécessairement parce qu'on étiquette, on impose des petits collants bons, méchants, essentiellement. Et pour moi, le convoi des camionneurs a illustré ce procédé-là. Ils n'étaient pas encore arrivés à Ottawa. Ils sont arrivés entre le vendredi et le dimanche, le 28-30 janvier, que déjà des chroniqueurs bien en vue se fendaient de chroniques où on disait, voilà, ils sont des Trumpistes du Nord, c'est des coucous, ils sont antisémites, ils sont racistes, c'est de la haine pure, enfin bref, xénophobie. Il n'y a rien qu'on n'a pas dit à leur sujet alors qu'ils n'étaient même pas encore arrivés. Et évidemment que si on avait su, jour 1, qu'elle allait rester 3 semaines et demie, ça aurait peut-être été un peu plus fondé, mais à ce moment-là, on ne le savait pas. Je ne suis pas certain non plus que tous ceux qui sont restés 3 semaines, je veux dire, tous ceux qui sont restés 3 semaines savaient ou pensaient que ça allait être le cas. Non, et c'est une minorité qui est restée 3 semaines. Ça, il faut aussi le dire. Et il y a une différence entre ceux qui étaient là à la fin que ceux qui étaient là au début. Et je veux être très claire, là, moi, je n'étais pas du tout d'accord avec l'incrustement de ces gens-là. Moi, je pense que la police a failli à sa tâche. Après 5 jours, à peu près, là, on aurait dû... En fait, au jour 1, la police avait très mal anticipé ce qui allait se passer. Oui, mais que les gens aient resté quelques jours et aient foutu le bordel, moi... Je me dis, la pandémie a été tellement quelque chose d'extraordinairement perturbateur que la contestation de sa gestion le soit un peu. Je me dis, bon, ça va. Mais après 4-5 jours, il aurait fallu que tout ça soit déblayé. Donc, je veux bien être clair, là, pas question pour moi d'endosser le 3 semaines et demie d'occupation. Mais n'en reste pas moins qu'au jour 1, on ne savait pas que ça allait prendre cette forme-là. Et ce n'était pas, à mon avis, justifié que de sortir de telles épithètes à leur sujet qui ont simplement constitué, aidé à juste mettre une étiquette sur ces gens-là. Et donc, après, on les écoute plus parce qu'on les a mis dans le mauvais clan. Et ils avaient quelque chose à dire, par ailleurs, de pertinent dans le contexte. Avant d'être arrivés,
le premier ministre du Canada, M. Trudeau, disait qu'il tenait des propos inacceptables. Déjà, la table est mise. Voilà. C'est-à-dire que si par définition c'est inacceptable, il n'y a pas de dialogue, Tais-toi. il n'y en aura jamais. Tais-toi. Je ne sais pas si c'est responsable. Il a eu, avec des gens qui se revendiquaient de mouvements de protestation, des attitudes très différentes, à géométrie variable. Je me rappelle de ce qu'il s'est agenouillé quand les gens sont venus sur la colline parlementaire pour faire valoir le point de vue de Black Lives Matter. Alors, peut-être qu'ils ne sont pas arrivés de la même manière, Tony Truant. Non, mais... Donc, ces propos qui, pour d'autres, peuvent être à prendre avec des pincettes, ne l'étaient pas pour le premier ministre cette fois-là. Et avant que les camionneurs ne débarquent, c'était des propos inacceptables. Moi, je compare davantage avec les occupations de Wet'suwet'en, les Autochtones, qui avaient eu lieu 1 an avant, exactement. Qui bloquaient le commerce. La même chose, des blocs, des chemins de fer, que les ports s'encombraient, un peu comme nos frontières avec les camionneurs. Les ports s'encombraient, les containers partaient plus, le transport en commun perturbé. Et dans ce cas-là, M. Trudeau n'a jamais dit que c'était inacceptable. Il ne leur a pas demandé de partir avant 2 semaines. Alors, je trace ce parallèle que, dans un cas, on estimait que la cause était juste et dans l'autre, que la cause ne l'était pas. Et donc, notre attitude, notre posture face à eux était radicalement différente. Évidemment que dans l'eau, je suis certaine que dans ces gens qui étaient à Ottawa, il y avait beaucoup d'anti-vax. Je suis certaine qu'il y avait beaucoup de gens qui, dès le jour 1 de la pandémie, ont contesté les mesures sanitaires, ce qui, à mon avis, était irresponsable. Tant qu'on n'avait pas le vaccin, il fallait prendre des mesures pour protéger nos plus faibles. Mais à partir du moment où on pouvait individualiser notre protection en se faisant vacciner, j'estime que notre droit de commander aux autres certaines attitudes de protection diminuait. Tant et aussi longtemps qu'on devait se protéger collectivement, d'accord, mais là, quand moi, je pouvais choisir de me protéger en me faisant vacciner, mon droit de regard sur le comportement du voisin était moindre, à mon avis. Je pense que c'est vous qui soulignez qu'à ce moment-là, en tout cas, chose certaine, Joël Lightbound me l'a rappelé récemment, plus de 25% des Canadiens étaient favorables à l'idée d'envoyer réfléchir en prison quelques jours ceux qu'on qualifiait d'anti-vax. 1 personne sur 4. C'est fou, hein? Quand même, il y avait quand même des dérives là, parce que je comprends, on était à bout, on était exténués par cette pandémie et on avait l'impression, mais qui était infondée, que c'était les non-vaccinés qui retardaient le groupe, alors qu'on n'était plus là. Et d'ailleurs, tout a basculé après le convoi des camionneurs. On ne veut pas trop le reconnaître, mais c'est à ce moment-là que les mesures sanitaires ont commencé à débarquer. Et c'est surtout à ce moment-là que les politiciens ont commencé à dire qu'ils ne les ramèneraient plus. Même quand les vagues ont repris, ils ont écarté cette possibilité-là parce qu'ils ont bien vu que ça ne passait plus. Alors, ce convoi qui s'est exprimé de manière extrêmement brutale, puis moi, évidemment, je viens de cette région, j'habite là-bas, j'ai des amis qui ont été perturbés là, par ces camions-là. Évidemment. Alors, évidemment que j'ai beaucoup d'empathie pour eux, puis comme je vous dis, c'était pas une bonne affaire que ça dure 3 semaines, mais il faut quand même admettre qu'ils mettaient à ce moment précis-là un doigt sur le bobo. Comme je dis dans mon livre, et je cite Jean Chrétien qui disait souvent ça, même une horloge brisée peut dire la bonne heure 2 fois par jour. Et dans leur cas, même si probablement, dès le jour 1, ils avaient de mauvaises attitudes, ces personnes, ces camionneurs. Ou certains de ces camionneurs. Ou certains de ces camionneurs, oui, bonne précision. Bien, à ce moment-là de la pandémie, 2 ans plus tard, ils avaient probablement en partie raison. Mais on ne les a pas écoutés parce que les 23 autres heures, ils avaient tort. Non, je dirais qu'on les a même méprisés. Oui, absolument. Et beaucoup de gens ont été choqués. Moi, j'ai été surpris de découvrir que des gens que je connaissais, puis je ne dis pas surpris au sens où j'étais ignare ou ignorant de personnes avec qui j'étais en contact, mais j'étais surpris qu'ils le disent. C'est-à-dire que 2 ou 3 personnes me disent « Ah, moi, je suis allé avec les enfants à la manifestation à Ottawa, ça nous a fait du bien. Mais qui suis-je pour les juger? Et je sais... Alors, ce n'est pas des intimes nécessairement, mais je sais qu'ils ne sont pas allés là faire du grabuge. Ils avaient un point de vue divergent. Et très rapidement, ils se sont sentis méprisés C'est le mot. De ce qu'on disait parce qu'ils ne se reconnaissaient pas dans la description qu'on faisait d'eux. Absolument. Puis c'est ça qui m'a choqué beaucoup. Puis en même temps, je comprends que ces gens, pour la plupart, ont eu des attitudes extrêmement hostiles envers les médias, les journalistes qui ont essayé de les couvrir. Ce qui est inacceptable. Vraiment des caméras qui ont été bousculées, qui devaient prendre des gardes du corps parce qu'ils se sentaient menacés. C'est absolument inacceptable.
Mais bien que je n'accepte pas du tout de faire ça, j'en viens un peu à comprendre ce qui les motive. Ils se sont sentis tellement méprisés, tellement ridiculisés, qu'ils sont hargneux, ils s'en sont devenus fâchés. Et donc, le premier journaliste qui leur passait sous la main, eh bien, ils ont déversé leur fiel. Ça ne le justifie pas, mais il faut qu'on se pose la question, mais Le contexte. peut-être qu'on a fait quelque chose qui a amené ça, peut-être qu'on est allé trop fort sur eux et que ceci engendre cela. Je vous cite. Au fond, ça procède d'un réflexe totalitaire. La certitude de détenir la vérité donne à chacun la conviction militante qu'il ne faut pas donner la réplique à l'autre, mais plutôt l'écraser jusqu'à l'humiliation. Voilà. Ben voilà, je l'ai écrit. Je suis toujours mieux une fille de mots plus que de paroles. Alors, de décrit, oui. Alors, j'ai réfléchi longuement avant de d'écrire mes phrases, mais oui, je pense qu'on en est là. Les camps se rigidifient de chaque côté, puis on se parle plus et on s'écoute plus, et ça mène à une guerre culturelle dans deux clans importants dans notre société. Mais j'en ai contre l'instrumentalisation politique qu'on peut aussi faire de cette division et de cette haine, parce qu'on a appris à la faveur de la commission Rouleau, qui s'est penchée sur l'adoption de la loi au Canada sur les mesures d'urgence très rapidement, peut-être parce que justement on avait mal anticipé ce qui allait se passer, mais on a appris que très tôt, il y avait des lignes de communication qui s'échangeaient au plus haut niveau du gouvernement où on disait il va falloir expliquer qu'on est à risque de vivre notre 6 janvier. On va vouloir organiser un coup d'État. On va s'attaquer au Parlement. Madame Joly l'a dit, tout le monde en parle très tôt. J'étais encore une fois avec Joël Lightbound récemment, un député du Parti libéral du Canada, qui disait à l'époque, j'étais très inquiet de ça et de ce que c'était un discours divisif. Alors, ça peut être payant politiquement, clairement, parce que c'était la manœuvre. Et qui n'avait rien à voir avec la réalité. Et puis ça, je le décris dans le livre. Il faut connaître la configuration des lieux pour comprendre qu'à aucun moment on s'est approché d'un 6 janvier américain. Là. Mais ça a été dit partout. Oui. Et à répétition. Bien sûr, parce que c'était facile à comprendre. Hein? C'est facile à comprendre. Les politiciens nous disent ça, puis là, ben, ça leur donne des coups des franges. Coup d'État. Voilà. Mais il n'y avait rien de tout ça. Oui, il y avait quelques individus complètement faillés, comme dans n'importe quelle manifestation en passant, qui ont élucubré là, sur une procédure de destitution en collaboration avec le Sénat puis la gouverneure générale. En passant, c'est quand même mignon que... On soit donné la peine de faire d'étudier. appel, oui, d'étudier les institutions. Alors, c'est certainement pas des pourfendeurs d'institutions s'ils veulent faire appel aux institutions suprêmes pour réformer notre affaire. Mais bon, fin de la parenthèse. Mais il y avait, à part ces quelques individus qui n'étaient absolument pas majoritaires dans la manifestation, il n'y avait personne qui s'approchait des portes. Là. Il y avait à peine 2 gardiens de sécurité dans les marches qui conduisent aux portes. Mais vous dites, et j'ai trouvé ça très drôle, le premier ministre Trudeau, dont le bureau, le ministère, le siège du conseil privé est en face du Parlement, inaccessible en voiture, se déplaçait à pied avec ses gardes du corps à distance pour pas qu'il se fasse remarquer. Donc, pour quelqu'un qui estimait qu'il y avait un danger sur la démocratie, un danger de coup d'État, il ne prenait pas les moyens les plus extrêmes pour se protéger. Non. Puis le contraire eût été étonnant parce qu'il était au Parlement. Le Parlement siégeait pendant le convoi. Il était à la période de questions. Alors, bien, évidemment qu'il a dû se rendre. Il n'y avait aucun véhicule motorisé qui pouvait se rendre. Alors, ça, quelqu'un me l'a confirmé, mais il venait à pied. Alors, je m'excuse, là, mais quand on nous parle d'insurrection, là, un instant, c'était grossièrement exagéré. Le financement aussi a été montré du doigt comme la preuve que nous étions au Canada noyautés par des groupes d'extrême droite, qu'il y avait quelque chose de téléguidé qui menaçait la démocratie, parce que c'est revenu comme une ancienne. Hein? La démocratie est menacée. Et dans ça, vous mettez aussi le doigt sur quelque chose que je ne savais pas, le beau-frère de Jack Meeting, qui est le chef du parti du NPD, des néo-démocrates à Ottawa, avait contribué 13 000 $. C'est quand même une bonne petite somme. Aux camionneurs. Oui, absolument. Mais bon, évidemment... C'est anecdotique, on s'entend. Oui, le beau-frère n'a pas toujours est obligé de croire aux mêmes idées que son beau-frère. Là. Mais quand même, 13 000 $, ça témoigne d'un certain niveau d'engagement. Et d'ailleurs, il a demandé d'être remboursé quand ça a été connu. Puis il a dit « mais non, mais là, je ne croyais pas que ça serait extrême, donc c'est une erreur, je veux avoir mon argent ».
Mais ce que ça témoigne, au-delà de la petite anecdote cocasse, c'est que des gens, par ailleurs, tout à fait sensés ou posés, avaient une Qu'on certaine peut communauté. recevoir un samedi soir à la maison sans Voilà, penser que ce soit des extrémistes. avait une certaine communauté d'esprit avec ces gens-là, ces camionneurs qui portaient un message de fatigue sanitaire. Et il fallait écouter ça. Moi, je connais des gens qui ont donné de l'argent, qui sont des professeurs d'université, des gens tout à fait normaux, là, mais qui disaient, hey, il faut que la parole se libère. Est-ce que vous étiez à l'aise à l'idée que l'on publie les listes des gens qui avaient donné des sous? Parce que ça s'est beaucoup fait. On a même appelé Ouais. des gens pour leur demander s'ils regrettaient ou pour se justifier. Bah, ça me dérange moins parce que, dans le fond, les dons politiques aux partis politiques, ils sont publics. Oui, c'est très rare qu'on retrace les Non. donateurs pour leur demander est-ce que vous regrettez d'avoir donné de l'argent au Parti québécois à la dernière élection? Ouais, s'ils ont obtenu un contrat, des fois, oui. Mais de toute façon, ça a été publié. Bon, il y a eu des fuites, là, c'est surtout ça qui s'est passé. Non, mais je me suis, moi, posé la Ouais. question. S'il avait fallu, par exemple, qu'il y ait un mouvement de sociofinancement des carrés rouges, Ouais. 10 ans plus tôt, Ouais. et qu'on avait publié la liste de tous ceux qui ont donné de l'argent aux carrés rouges et qu'on les avait appelés en leur demandant de se justifier. Mhm. Pourquoi vous avez donné de l'argent à ces gens-là? Est-ce que vous êtes conscient qu'ils ont fait du bruit, qu'il y a des casseurs dans le Non, moi, groupe? je pense arrêter, mais intéressant aussi. Je pose la question. Moi, ça me choque pas. J'ai pas d'opinion très arrêtée sur la question. Moi, ça me choque pas. Moi, c'est plutôt l'a priori que nécessairement, tu es un débile si tu as donné. C'est ça qui me dérange. C'est le fait que nécessairement, Demeurer. tu es du mauvais côté de l'histoire. Alors que, au contraire, je pense que, mettons de côté les techniques qui doivent être contestées, il y avait un message qui se devait d'être entendu. Et quand on était rendu, tu sais, les passeports vaccinaux qui se poursuivaient, qui se prolongeaient alors qu'il n'y avait plus vraiment de raison. M. Trudeau qui voulait encore instaurer des obligations vaccinales à ses fonctionnaires. Écoutez, ça, c'était il y a un an. Il y a un an, M. Trudeau déjà congédiait des fonctionnaires qui n'étaient pas vaccinés. Les vaccinaires, un an plus tard, ils sont encore en train de travailler de la maison. On commence à les faire revenir à la maison 3 jours par semaine. Puis bon, d'ailleurs, ils s'en plaignent. Donc, le danger n'était pas très grand. Il n'y en avait pas. On ne le faisait que pour les emmerder, si on veut citer Ou pour Emmanuel les autres, Macron. c'est-à-dire qu'on voulait faire la démonstration qu'on était à notre affaire, Qu'on que était le du bon Canada, côté. exactement, qu'on était du bon côté de cette Voilà. histoire. Vous dites aussi, je vous cite, il y a des guillemets qui s'ouvrent, c'est le devoir des journalistes de faire les nuances que les politiciens n'ont pas intérêt à faire. Or, et on va sortir de la crise des camionneurs, mais vous avez choisi d'ouvrir le rideau dans le livre sur ça. Ça n'a peut-être pas été suffisamment fait. Il y avait clairement une forme d'unanimité. Oui, absolument. Moi, je pense qu'il y a eu beaucoup de ça. Puis en même temps, bon, à mesure que la crise se poursuivait, je comprends un peu que là, tout d'un coup, L'impatience. l'impatience, puis c'était une véritable perturbation, c'était un bruit infernal. Alors, à un moment donné, ça devient ça, l'objet de la couverture médiatique. Mais quand même, admettons que dans les premiers jours, on a beaucoup véhiculé le message politique que c'était donc un coup d'État, que c'était dangereux, qu'ils étaient racistes, etc., sans contester ça, dire, bien vraiment, avez-vous... Moi, j'ai vu des politiciens rentrer là, sur le Parlement sans aucun garde du corps ou rien du tout. Là. Ça rentrait et ça sortait. Alors, on n'était pas dans le contexte du 6 janvier, mais pas du tout. Là. Mais c'était une ligne qui était payante. Super payant. Super payante. Vous l'avez dit un peu plus tôt, Hélène, la peur qui nous tient comme professionnels, je ne sais pas comment on se catégorise d'ailleurs les journalistes, moi j'aime bien artisans d'information, Oui. Mais la peur qui nous tenaille est peut-être pour beaucoup dans l'explication qu'on pourrait faire de ce qu'est devenu le métier. On a peur d'être nous-mêmes annulés, cancellés pour parler en franglais, de recevoir des épithètes phobes. Mais c'est grave parce que si on a peur, nous, quel espace reste-t-il pour avoir des échanges vigoureux et entendre des points de vue qui ne sont pas nécessairement ceux auxquels on a envie de s'exposer? Je reviens au Fou du Roi. Si le Fou du Roi avait eu la possibilité d'être décapité, il aurait été beaucoup moins drôle. D'ailleurs, l'humour est très absent en ce moment. Je trouve que, sauf sinon... C'est une période austère, dirons-nous. Parce qu'il est toléré, l'humour, en salle, quand on paye un billet et on va se récréer, haha. Mais... c'est circonscrit. Oui, mais ceux qui donnent des leçons, tout registre confondu, ont une absence cruelle de sens de l'humour.
Il n'y a pas de deuxième degré, il n'y a pas de troisième degré. C'est un peu la terreur, pour faire un parallèle C'est historique. austère. C'est une période austère. Moi, je trouve qu'on est dans une période d'austérité intellectuelle. Riez-vous encore à l'occasion, Hélène? Oui. Mais chez moi, je me cache quand il n'y a pas de témoin. Mais le gag est bon, je l'admets. Oui, on fait ça sans témoin ou sinon dans l'extrême intimité, mais ça a quelque chose de la servante écarlate. C'est-à-dire qu'on fait attention à chacune de nos réactions. On ne voudrait pas être pris en flagrant délit à réagir de la mauvaise façon à une question, à une interrogation ou même à un gag, parce que j'ai le droit de rire à ça. Oui, il y a des caméras partout aussi. Ça affecte l'époque. Hein? Tout le monde a une caméra dans sa poche, ce qui n'était pas le cas il y a à peine, 15 ans, peut-être, 20 ans maximum. Ça change aussi la société. Mais c'était quoi dans la question? La peur. La peur, oui. Oui, je pense qu'on a peur. Et c'est un peu la thèse que j'élabore, parce que souvent, on va se faire accuser, les journalistes, d'être à gauche, hein, les journalistes gauchistes. Je pense que... Mais... Et c'est une étiquette caricaturale en passant. Je suis d'accord avec vous, elle est caricaturale. Puis il faudrait s'entendre sur ce que veut dire gauche. Parce qu'aujourd'hui, la pensée diversitaire, le discours diversitaire est associé à la gauche, je le conçois. Mais la question, puis je me répète parce que j'ai souvent dit ça, mais des rapports de classe a été évacuée. Absolument. On ne s'intéresse pas beaucoup à cette aliénation qui est celle de ne pas avoir d'argent. Ça, c'est vieux, ringard discours de gauche. C'est la pensée diversitaire, l'idéologie qui vient avec, tout à fait admissible, qu'on associe à la gauche. Or, il me semble qu'il y a beaucoup de manières d'être à gauche. Oui. Et ce qui, aujourd'hui, est surtout prégnant, c'est... C'est cette gauche diversitaire, effectivement. Mais il y a cette accusation que... j'aime pas l'étiquette de gauche, justement, parce qu'encore là, c'est une caricature, mais que les journalistes sont du côté de toutes ces causes-là, qu'on a entendu, ce militantisme un peu victimaire, là, que l'on entend beaucoup. Et moi, ce que je postule, c'est que je pense qu'en partie, c'est vrai, mais que c'est vrai par défaut. C'est-à-dire que c'est pas nécessairement parce que les journalistes adhèrent nécessairement à tout ça, mais parce qu'ils ont peur. Donc, ils ont peur de contester ou de remettre en question certaines de ces idées. Et ils ont peur, il manque de temps aussi, du temps. Et on en a besoin quand on veut aller... Parce que ces enjeux-là sont souvent très sensibles. On parle de l'identité des gens, de traumatismes qu'ils ont vécu. Donc, il faut le faire avec sensibilité. Et donc, ça requiert du temps pour faire ça. Et souvent, on n'en a pas. Et on a peur aussi. Et donc, tout ça fait en sorte qu'il y a des enjeux qu'on prend juste le message officiel, c'est plus simple, on ne s'attire pas de boss, on ne se fera pas varloper sur Twitter. Mais je me rappelle en salle des nouvelles, il y a très, très longtemps, par exemple, quand on couvrait la situation au Proche-Orient, on mesurait nos effets. Des fois, on se disait, est-ce que j'ai envie de parler de ça? Est-ce que je veux vraiment être scruté à la loupe là-dessus? Puis déjà, je fais attention, j'emploie des pincettes parce qu'on savait qu'il y avait des risques. Donc, tu choisis en amont d'éviter le trouble en évitant de parler de certaines choses. Mais plus tu multiplies les sujets fâcheux, moins tu parles des essentiels, tout registre confondu. L'hypothèse de Marie-France Bazot, dans son essai publié il y a quelques années, c'est qu'on n'a pas besoin de recevoir le fax du comité central le matin pour savoir ce qu'est la ligne du parti. Voilà. Ben oui, ben ça c'est clair. Là, la censure, ou en tout cas, appelez-la comme vous voulez, on l'intériorise tous. Et ça, c'est vrai dans tous les milieux. Tu n'as pas besoin d'avoir... On connaît les codes. On connaît les codes, on sait où on est, on sait où on se trouve, on sait ce que pensent les gens autour de nous et on sait ce qui est attendu de nous. Ça, c'est vrai dans tous les milieux. Le milieu journalistique ne fait pas exception. Donc, on peut aussi favoriser sa carrière en prenant bien les codes. Oui, mais aussi, des fois, en les transgressant. Tu sais, je pense que je suis quelqu'un qui les transgresse un peu, ces codes-là, et je n'ai pas été annulée. Parce qu'on ne voulait pas ici, j'ai une belle carrière. Je remercie tous ceux qui me donnent la parole, d'ailleurs. C'est un privilège. Donc, je pense qu'il y a de l'espace pour ça, mais il faut le faire avec doigté. Mais vous êtes singulière. Vous êtes singulière. Je vous laisse le dire. Je le dis, donc je me permets de le dire. Singulière parce qu'il y a peu de voix qui digressent, disons des choses comme ça. Et je le salue. Et ce n'est pas un jugement que je porte sur l'ensemble des autres, quoique, je ne sais pas, je dis ça, puis en même temps, je dois être insatisfait, en tout cas, de notre absence de capacité, puis je me mets au premier rang de ceux-là à questionner certaines des vérités de l'époque. Passons-les, d'ailleurs, en revue, parce que vous le faites beaucoup autour de la question des camionneurs, mais après ça, vous dites qu'il y a plein d'autres endroits où notre absence de courage fait peut-être qu'on a des conclusions courtes.
la question des charniers sur ou autour des pensionnats autochtones. Qui ne sont pas des charniers. Puis je me suis débattu comme Oui. un journaliste dans l'eau pas tout à fait bénite pour essayer d'explorer ça. Mm. C'est à l'antenne de Radio-Canada à une autre époque. Puis on m'a pas bridé, mais je mesurais à quel point chaque fois c'est très difficile. Oui. Bien, j'ai écrit une chronique là-dessus dont je suis très fière, puis où je suis revenue là-dessus sur le fait que d'abord, ce mot charnier est inexact. Prenez-vous une respiration avant d'aborder. Non, mais je me Mais pose... j'y ai pensé souvent à tout OK, ça. parce que je vous ai vu quand même choisir de dire, OK, parfait, je récapitule ma pensée, je fais attention parce que c'est miné. Oui. Et un faux pas, et on y laisse quelque chose. Oui, mais il ne s'agit pas de charnier. Il s'agit de... D'abord, on n'a pas retrouvé d'ossements. On peut imaginer qu'il y en a, mais pour l'instant, on n'a que des perturbations du sol. On n'a pas confirmé ce que c'est. Elles sont disposées... Une scène de crime, normalement, vient avec des corps ou un corps. Oui, pour l'instant, on n'en a pas. Et d'ailleurs, c'est tout un débat dans les communautés autochtones. Est-ce qu'on creuse ou est-ce qu'on ne creuse pas? Certaines ne creuseront jamais, donc on ne le saura jamais avec certitude. Mais ces perturbations sont disposées sur le sol de manière telle qui évoque un cimetière normal, là, avec des espacements traditionnels, etc. Donc, dans beaucoup de cas, il s'agit donc d'anciens cimetières qui ont été, avec le temps, oubliés. Souvent parce qu'on avait des moyens du bord pour les identifier. Donc, c'était des croix en bois, des pierres tombales très, très rudimentaires. Et à mesure que ces écoles-là ont parfois brûlé, déménagé ou fermé, les lieux ont été abandonnés. La nature a repris ses droits. Donc, on retrouve certains de ces cimetières, mais la façon que tout ça est présenté ces jours-ci, ça donne l'impression que ce sont des charniers, donc des fosses communes dans lesquelles on a jeté des corps pêle-mêle sans respect pour leur dignité. Et charnier appelle aussi en amont, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais presque le massacre de population. Absolument. Et que ces jeunes sont morts nécessairement de maltraitance. Alors qu'il y a beaucoup plus de nuances que ça. D'abord, ce sont des cimetières. Chacun était enterré avec dignité, était identifié comme tel, mais l'identification a disparu avec les âges. Et les causes de décès, bien, dans plusieurs de ces cas-là, parce qu'on a eu une commission d'enquête, il ne faut pas l'oublier, la comité Vérité-Réconciliation, qui a fait tout un chapitre d'une centaine de pages que je suis retournée lire au complet sur les cimetières. Et où on parlait de 3201, je crois, le chiffre exact. 3201 enfants qui seraient morts dans ces pensionnats et pour lesquels... Dont on a perdu la trace, on aurait perdu la trace. Non, il y a juste 50 d'entre eux, mais juste... C'est beaucoup. Je ravale mes propos. 50 d'entre eux, on n'aurait pas les causes de décès. Mais pour 50 autres pourcents, à peu près, là, les chiffres, je ne sais pas de mémoire, on a les causes. Et c'est surtout tuberculose, pneumonie. C'était des épidémies pendant la grippe espagnole, par exemple, 1916, 18, 19, là, dans ces coins-là. Et l'on sait, ça peut avoir l'air spécieux et technique, enfin pas spécieux, mais très technique, qu'il est vrai que dans les pensionnats, les gens n'étaient pas vaccinés de manière proportionnelle à ce que le reste des cohortes équivalentes dans la population hors des pensionnats étaient. C'est-à-dire que si les jeunes de 12 à 18 ans étaient vaccinés à 80% en dehors des pensionnats, c'était surtout pas le cas dans les pensionnats. Ils étaient en retard et les choses commencent à se, je pense, rééquilibrer dans les années 50, début des années 60. Là-dessus, je n'ai pas vérifié ce fait précis, mais il y a deux choses intéressantes à dire là-dessus. D'abord parce qu'il y a eu dans le passé des expérimentations faites sur les communautés autochtones qui les ont rendues, à juste titre, très suspicieuses de la médecine des Blancs. J'utilise les guillemets ici. On pense aux couvertures infestées à la variole, par exemple, qui leur avaient été distribuées à une certaine époque. L'équivalent d'une arme de destruction massive en d'autres temps. Absolument. Alors, on peut les comprendre de ces taux de vaccination inégaux, mais aussi, il faut se rappeler qu'à une certaine époque, il n'y avait pas le vaccin. Là. Tout d'un coup, quand on parle au début du siècle dernier, là où la majorité des morts sont survenues, on était dans... Début du 20e, fin du 19e. C'est ça. Là, la grosse période, c'est 1916, 1920 à peu près, là, pendant la grippe espagnole. Et on sait, la pandémie de COVID nous l'a appris, qu'est-ce qu'un milieu fermé fait en cas d'épidémie. Hein? C'est dévastateur. Alors voilà des jeunes qui vivaient 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, 10 mois par année ensemble. Bien, ça a fait un massacre.
Et évidemment, ces jeunes-là aussi étaient moins bien alimentés dans certains cas. Mhm. Donc, il y a plein de circonstances. Je n'essaie pas de Diminuer. diminuer l'impact, mais il faut quand même contextualiser ça. Et en ce moment, le discours tel qu'il est présenté donne cette impression de on les a tués et ensuite on les a jetés sans dignité dans des trous. Et c'est pas ça. Et moi, je m'inquiète. Mais c'est très radical ce que vous dites. Vous êtes consciente que sur la place publique, il y a très peu de gens pour soutenir cette... Je ne sais pas si c'est de la nuance, parce que ceux qui ne sont pas d'accord vont dire que ce n'est pas de la nuance, mais c'est de la désinformation. Mais simplement soutenir cette idée que c'est plus compliqué que ce qu'on en dit, c'est perçu comme radical. Je suis absolument pas d'accord. Oui. Je pense pas que ce soit radical. La vérité n'a jamais à être radicale. Mais est-ce que c'est un autre exemple, justement, d'une tentation totalitaire de l'idéologie où on dit oh, on peut faire fi des détails Oui. parce que sur le fond, il y a un enjeu plus grand. Exact. Et je le comprends, ça, je le conçois très bien. Je ne suis pas en train de faire l'apologie des pensionnats autochtones. Je ne suis pas en train de dire il ne s'est rien passé, on les a bien traités, tout est beau, Madame la Marquise. Absolument pas. Mais je crois à la vérité et de rétablir les faits pour que les choses soient dites correctement. Et moi, j'ai beaucoup appuyé ce que j'ai écrit dans mon livre sur un reportage de Jorge Berrera, un journaliste de CBC, qui est affecté aux sujets autochtones. Il connaît très, très bien le dossier. Je pense qu'il a une sensibilité très réelle à ça. Et c'est lui-même qui est allé à Cowessness, en Saskatchewan, là où on disait avoir trouvé 751 dépouilles, ce qui a fait encore une fois tour du La monde. manchette. Voilà. Et il a interrogé des aînés de la communauté qui étaient mal à l'aise. Il a dit, ben oui, mais c'est notre ancien cimetière. Les pierres tombales ont été enlevées à peu près dans les années 60. Personne ne savait vraiment pourquoi. Ils étaient vieilles, mal entretenues, on ne sait pas trop. Mais il dit, mais il y a plein de monde enterré là. C'est des vieux, des jeunes, des Blancs, des Autochtones. Il y a toutes sortes de monde. C'est un cimetière. Alors, mais là, on a pris ce chiffre-là, 751, puis là, maintenant, on l'additionne au bilan des pensionnats. Alors que, un, ce ne sont pas tous des enfants qui sont là, et deux, même si dans le lot de ces 751, il y avait des enfants autochtones qui ont passé par les pensionnats, ça ne veut pas dire qu'à l'époque, ils n'étaient pas comptabilisés dans ces 3201 enfants comptabilisés par la commission dont on parlait tout à l'heure. C'est juste qu'on n'a pas encore fait la corrélation parce qu'on a perdu l'identité de ces sépultures. Alors, les faits sont importants, mais là, on déforme tout, on augmente les bilans et ça crée Mais il y a un mauvaise acteur très important dans cet acte de contrition collectif, c'est le New York Times qui met le feu aux poudres en mai, je pense, 2021, en dénonçant ça. Alors, est-ce que ça manque de nuances, clairement? Est-ce que c'est une vision de l'affaire aussi? Mais soudainement, c'est comme si la Bible nous disait une vérité qu'on ne veut pas contempler et que tous, on a accepté que le là devait être donné de New York. Bien, d'ailleurs, il y a eu le mot charnier a été utilisé pendant longtemps. Puis d'ailleurs, il y a même les communautés autochtones elles-mêmes ont émis des rectificatifs pour dire ce ne sont pas des charniers. Alors, tu sais, moi, ce qui me met mal à l'aise dans tout ça, c'est le fait, c'est exactement ce comme vous l'avez dit, c'est que la cause est noble, et ça, je le conçois, mais au nom de cette cause noble, on a comme le droit d'escamoter des détails pour peut-être empirer le portrait puis confirmer notre cause noble. Alors que ce n'est pas nécessaire. On peut tout à fait continuer à trouver la cause noble, mais sans exagérer pour autant les faits. Vous allez trouver l'écart peut-être surprenant, mais est-ce qu'il y a un lien à faire avec l'histoire du sang contaminé? C'est-à-dire qu'il a été instrumentalisé, ce sang contaminé, parce qu'on a interdit longtemps aux populations gays de donner du sang. Et c'est comme si c'était devenu vertueux de signaler qu'il y avait là quelque chose d'odieux et qu'on allait régler ce problème et que tous pourraient donner du sang, comme si on avait oublié très lointainement l'histoire, parce qu'il y en a eu ailleurs dans le monde des histoires de sang contaminé. On en a eu une au Canada et beaucoup au Québec, qui a forcé à revoir nos façons de faire. Et aujourd'hui, quand on a finalement permis aux populations homosexuelles de donner du sang, c'est comme si on redressait un tort identitaire. Exact, exact. Alors que c'est pas ça l'histoire. C'est une correction de nos procédures scientifiques, sanitaires. On a développer des techniques qui nous permettent de filtrer, de tester mieux, avec plus de certitude. Et donc, on n'a pas besoin en amont de faire ce filtrage-là. Mais
il faut quand même se rappeler qu'à l'origine, la raison pour laquelle on les a interdits de donner du sang, c'est pas parce qu'on n'aimait pas les personnes homosexuelles, c'est parce qu'il y avait un risque Plus grand. accru. Un risque accru et on estimait qu'il était plus important de protéger la vie des personnes malades qui ont besoin d'une transfusion sanguine, beaucoup des hémophiles, que de défendre le droit d'une personne, quelle qu'elle soit, de donner du sang. C'est quand même pas le même niveau de droit. Une balance des inconvénients. Voilà. Et là, le discours qui a enrobé l'annonce, par ailleurs très intéressante, est un discours complètement identitaire. Youpidou, enfin une barrière de discrimination qui tombe. Peut-être que l'effet était discriminatoire, mais le motif ne l'était pas. J'ai fait une petite recension très rapide là, dans la banque de données Eureka pour tous les textes qui ont été écrits sur ce sujet. Il y en avait à peine 12% qui ont mentionné le mot VIH. Alors que c'est quand même à l'origine de tout ça. C'est parce que, on l'oublie, mais des gens ont été contaminés par le VIH à une époque où on n'en guérissait pas, hein, en passant. Bien, on n'en guérit toujours pas, mais à l'époque où les médicaments ne nous permettaient pas de vivre comme aujourd'hui, quand même une relativement bonne vie. Donc, on en mourait. Donc, il y a des gens qui ont été contaminés parce qu'ils étaient simplement malades et le sang était contaminé. C'est ça la raison de cette discrimination. Alors, il faudrait quand même le rappeler, ne serait-ce que pour la mémoire, ne serait-ce que pour ces gens qui ont perdu leur vie. Alors, c'est toutes ces petites choses-là parce qu'on le sait que c'est casse-cou. Mais ça devient du signalement vertueux. Soudainement, on marque des points. On dit, regardez, je suis la politique. Mais que le politicien le fasse, moi, je veux bien. C'est son rôle, puis là, il est tout content. Puis mais sont capables à ce moment-là de démasquer l'imposture. Que les politiciens, parce que c'est drôle, M. Trudeau, quand ils sont arrivés, je veux dire, les premiers ministres qui sont venus au micro étaient toutes des personnes gays ou lesbiennes. Et le dernier à parler, le ministre Jean-Yves Duclos, qui n'est pas gay, était le ministre de la Santé. C'est lui qui avait pris la décision. Ça émanait de son ministère et pourtant, il était relégué à la fin de la conférence de presse parce que c'était pas ça le sujet. Le sujet n'en était pas un scientifique, il en était un d'identité. C'était un sujet identitaire. Que les politiciens jouent ce jeu, moi, je veux bien, c'est leur game. Mais nous, les journalistes, il faut quand même qu'on recadre puis qu'on dise, OK, ils nous l'ont présenté comme ça, mais il y a une autre histoire. Il y a une autre histoire. La version des hémophiles a été très peu véhiculée et l'Association des hémophiles avait des craintes par rapport à ce changement-là parce qu'ils sont... Même maintenant, là. Oui, je parle de ce changement. Continue de maintenir un risque. Ils ont peur parce qu'eux, ils reçoevent beaucoup de transfusions sanguines. Donc, dans une hiérarchie vertueuse, les hémophiles pèsent moins lourd que... Bien, c'est un peu ce que vous me dites et je fais peut-être une caricature, mais il y a de ça. Mais le fait que je pense que c'est surtout que c'est casse-cou. Et juste là, on a cette conversation-là, puis je me dis, oh mon Dieu, je me mets dans le trouble. Mais... c'est casse-cou. Alors, prenez le temps. Pourquoi le faire? Voilà, mais prenez le temps si vous pensez que vous vous mettez dans le trouble de mettre les pas sur les T ou les points sur les I qu'on n'aurait pas mis. Je suis sérieux, parce que je pense que tout exercice de conversation entre gens de bonne foi risque peut-être effectivement qu'on soit proche du précipice ou même qu'on se trompe et pour autant, ça ne disqualifie pas l'ensemble de l'exercice. Non, je pense, je dis simplement que les politiciens le présentent comme une victoire identitaire et que les groupes de défense des droits des personnes gays le présentent comme une victoire identitaire, c'est tout à fait de bonne guerre. Et je ne suis pas en train de dire que ce discours-là n'avait pas sa place. Je dis simplement qu'il est quand même étrange que le discours aussi sanitaire, scientifique, était très peu présent. Et moi, je postule que c'est parce qu'on avait peur. Après 3 ans où on nous a dit que la science était au cœur de toutes les décisions, oui, absolument. Que nous ne pensions qu'en fonction de cette vérité absolue et toujours avérée qu'est la science. Quand elle est du bon bord. Quand elle est du bon bord, d'autant que la science est une affaire qui évolue continuellement. On a déjà pensé que les lois de la physique étaient connues pour toujours et on a réalisé que finalement, on n'était pas allé au bout de l'exercice. Donc, j'imagine que c'est vrai quand on parle d'épidémie aussi, ou d'autres choses, ou de sang contaminé. J'ai été, pas surpris, c'est souvent l'expression que j'emploie, mais certainement bluffé par ce que vous avez écrit au sujet des dénonciations sur des comportements sexuels fautifs, défectueux, détraqués, appelons-les comme vous le voulez, dans certains cas criminels. Dans ce temps-là, les tribunaux tranchent. Mais vous faites une analyse où vous dites les journaux ont besoin de leur salaud. On doit avoir notre salaud parce que ça engendre des clics. Et l'expression, c'est « ka-ching ». Je le dis.
kitsching, comme au casino. C'est ce que j'ai écrit. Oui, oui. Et puis, pas pour vous faire agoniser ou pour vous faire regretter, mais ça pose une question très importante. Effectivement, celle du rôle des médias, des journaux à dénoncer, à poursuivre et à instruire sur la place publique des affaires qui, dans certains cas, ne seront jamais criminalisées. Et vous associez ça aussi à l'état calamiteux des journaux, parce qu'il faut attirer l'attention et on s'inscrit dans une logique où celui qui criera le plus fort ou le mieux sera le mieux attirer l'attention va aussi survivre. Oui, alors j'ai toute une portion dans le livre où j'explique que le modèle économique des médias, qui s'est effondré avec la dématérialisation, nous force à constamment solliciter l'attention des lecteurs payants. Et donc, ça crée un incitatif, en tout cas, à aller vers les sujets un peu plus racoleurs, ou en tout cas les sujets qui vont apporter de la créer du trafic web. Et je postule, oui, que cette question de pouvoir épingler son salaud, c'est le mot que j'utilise, c'est une façon, notamment, de s'assurer des clics originaux, parce que ça va être notre enquête, ça ne sera pas celle des autres. Et donc, si vous voulez lire sur le sujet, vous êtes obligé de venir chez nous, sur mon véhicule informationnel, et pas la compétition. Parce que j'ai le monopole de cette histoire. Voilà. C'est mon salaud. Comprenons-nous bien, le mouvement MeToo est important. Il y avait une parole à libérer à une certaine époque. Indiscutablement. Il y avait des attitudes à changer dans les systèmes et je pense que pour une grande part, les choses ont changé. La magistrature a changé, les corps policiers ont changé. Est-ce que ça signifie que chaque individu dans ces institutions-là ont changé? Non, évidemment. Et il y a encore des écarts de conduite. On le voit, des juges qui donnent des peines bonbons, des policiers qui ne font pas leur boulot. La différence maintenant, c'est que les hiérarchies, les groupes, les rappellent à l'ordre. Pas toujours, mais il y a comme maintenant, tout le monde est conscient qu'il faut changer. Et donc, on est sur la bonne voie. Et je me pose donc la question, maintenant que ce rééquilibrage, ou en tout cas que l'abcès a été crevé, pourrions-nous dire, est-ce que c'est encore notre rôle d'être récipiendaire de ces histoires-là? Et moi, je me pose la question. Et ça m'amène à l'affaire Julien Lacroix, par exemple. Il y a eu la dénonciation dans Le Devoir il y a 2 ans, en 2020, puis la contre-enquête, ou je ne sais pas comment la décrire, parce que la presse ne se définit pas comme ayant produit une contre-enquête. 2 ans plus tard. Et je trouve que ce texte de la presse aurait dû ouvrir sur un débat. Et il a ouvert sur un débat, mais pas le bon. Le débat sur lequel il a ouvert, c'est un peu un débat de la presse contre le devoir. Qui a mieux fait sa job? C'est pas là que ça se passe. Puis c'est pas du tout ça. Le débat, il y avait une occasion d'affaire, moi, je pense, pour élever la conversation. Mais oui, parce que ce que nous prouvait la presse, en nous démontrant que, bon, évidemment, M. Lacroix a payé très, très cher pour quelque chose pour lequel il n'a pas été condamné au criminel, mais aussi, surtout, que plusieurs des victimes n'avaient pas été rassérénées par le processus. Elles sortaient de ça aussi meurtries. Elles n'avaient pas trouvé de paix d'esprit dans le processus. Et donc, pas nécessairement qu'elles regrettaient, mais que, en tout cas, ce qui leur avait fait le plus de bien, dans, je pense, 3 d'entre elles ou 2 d'entre elles, c'était d'aller confronter Lacroix, d'aller lui parler, puis d'obtenir de sa part une reconnaissance de tort, ce qui souvent est fait... Ce qu'on associe à la justice réparatrice. C'est ce qui fait souvent le plus de bien quand l'autre reconnaît enfin qu'il vous a fait mal. C'est souvent le début déjà, une conversation, un dialogue. Voilà. Pour celles et ceux qui sont ouverts ou capables même de le concevoir. Et peut-être qu'ils n'auraient jamais été ouverts au dialogue s'il n'y avait pas eu cette dénonciation. C'est possible. Ça se peut. N'en reste pas moins que quand on se pose la question, on se dit, bien, si évidemment le bourreau n'y a pas trouvé son compte, mais que les victimes aussi n'ont peut-être pas trouvé son compte et que la justice non plus, parce qu'il n'y a pas eu de jugement, bien, qui a trouvé son compte dans cette histoire si ce ne sont les médias? Moi, je me pose cette question. Et je trouve que cette enquête en 2 temps, appelons-la comme ça, aurait dû nous amener à nous poser collectivement, en tant qu'industrie médiatique, la question, sommes-nous encore le bon forum, le bon récipiendaire de ces dénonciations-là? Et j'en suis vraiment pas certaine, parce qu'on n'a pas les outils d'enquête. On ne peut pas contraindre des témoignages. Il y a par exemple un témoignage dans la presse que vous n'aviez pas dans Le Devoir et qui apporte une contextualisation à une des dénonciations, par exemple. Alors, on n'a pas les outils d'enquête, on est limité par ce que les gens acceptent de nous montrer ou de nous dire.
sommes-nous vraiment les bonnes personnes? Et surtout, qu'est-ce qu'on a appris de plus? On a appris que, bon, Julien Lacroix avait peut-être des comportements, lui, inappropriés, mais est-ce que ça nous a illustré des failles dans un système? Non. Est-ce que ça nous a montré des défaillances dans la magistrature, le système de dénonciation? Non, il n'y a pas eu de dénonciation. À la rigueur, moi, j'aurais trouvé cette enquête bien plus intéressante si on avait interrogé tout le milieu artistique qui a embauché ce gars. Le saviez-vous? Étiez-vous... Parce que paraît-il que c'était connu. La complicité en amont. Voilà, peut-être que ça aurait été plus intéressant. Ça nous aurait ouvert sur qu'est-ce que le milieu artistique a appris depuis Salvaille, etc. Mais non, on a juste jeté en pâture une nouvelle personne. Moi, je n'ai pas rien appris de nouveau. Et l'autre question, c'est est-ce que c'est le fait simplement du milieu artistique? C'est une question que je me pose. Est-ce que nous avons effectivement, comme corporation, une morale et des comportements différents? Ou c'est assez universel, là où il y a des jeux de pouvoir, des jeux d'autorité, d'argent? Moi, je fais la supposition que c'est à peu près vrai dans tous les milieux où il y a du pouvoir, des rapports de pouvoir et de l'argent. Mais c'est évident qu'un médecin aussi connu soit-il n'attirera pas l'attention comme quelqu'un qui occupe la scène. Bien sûr. Je ne me prononcerai pas sur le milieu artistique. Je ne le sais pas, je ne le connais pas, mais je fais juste postuler que ça aurait peut-être été encore plus intéressant de braquer les projecteurs sur ce qui a pu expliquer que, semble-t-il, ça se jasait dans le milieu, mais que ça ne semblait pas avoir d'impact. Ça m'aurait paru intéressant, mais je me pose la question, qu'est-ce que j'ai appris? Parce que le journaliste est supposé d'utiliser le cas particulier, mais pour ouvrir sur quelque chose de plus large, pour ouvrir un débat, pour améliorer nos institutions. Ça n'a pas ouvert sur quelque chose de plus large, vraiment. C'est juste une personne de plus qu'on a clouée au pilori, à juste titre ou pas. Je ne me pose pas... Évidemment, c'est à géométrie variable parce qu'on pourrait dire que dans l'affaire de... comment s'appelait ce Weinstein. Weinstein, voilà. Décidément. Belle bulle au cerveau. On l'a oublié. Il est à l'origine de tout. Non, mais c'est clair que dans l'affaire Weinstein, il y avait d'abord probablement des complicités au plus haut niveau, actives pendant des années, et n'eût été peut-être des médias, jamais cette mécanique aurait été démontée. Donc, il y a des moments dans l'histoire où c'est utile. Ah, ben oui, absolument. Je ne suis pas en train de dire que ces histoires-là n'auraient jamais dû... Mais non, bien sûr. Mais je le précise quand même pour ceux qui nous écoutent, qu'il y a eu de ces histoires qui nous ont mis en évidence des systèmes défectueux. Qu'il fallait démonter. Mais ce que je postule, c'est que je pense qu'on l'a fait, ça. Et là, on peut aussi donner le temps au système, au pluriel, de s'adapter. La magistrature s'adapte. On a des cours particulières. On donne des cours aux juges, les procureurs, etc., les policiers. Tout le monde a pris acte. Je pense que le message a passé. Comme je vous dis, chaque individu n'a pas encore nécessairement atteint la perfection, mais le système progresse. Et là, je me pose la question, quand de nouvelles personnes viennent comme ça se plaindre, est-ce que notre rôle ne devrait pas être plutôt de dire, as-tu d'abord essayé d'aller porter plainte, utiliser les recours qui s'offrent à toi, quel que soit le contexte, là. Mais je pense que c'est parce que c'est payant d'avoir ces histoires-là et on les fait encore. Alors, j'ai commencé tout à l'heure, parce que ça fait déjà un bout qu'on parle, en disant que ce plaidoyer pour l'extrême centre nous amenait à une réflexion intéressante sur l'idée que nous serions collectivement mieux si on avait un processus électoral proportionnel, un scrutin proportionnel qui permettrait donc à toutes les voix d'être mieux entendues, à toutes les susceptibilités de s'exprimer, d'être représentées au Parlement. Et vous dites non, finalement, dans un système parlementaire britannique, binaire. Alors, les Américains n'ont pas un système parlementaire britannique, mais très binaire. Ça force les grandes formations politiques à être aussi des coalitions. Il n'y avait pas de raison qu'on puisse, par exemple, au sein du même parti, avoir Martin Cauchon, je parle des libéraux fédéraux, et John Manley, qui était, lui, très pro-business, alors que Cauchon était plus progressiste. On pourrait faire la même supposition pour les conservateurs. Lawrence Cannon avec Jason Kenney, ça ne devait pas dormir dans le même lit. Pourtant, il le faisait chez les conservateurs comme il le faisait chez les libéraux. Donc, la solution n'est peut-être pas la proportionnelle. Moi, je n'y crois pas. Je pense que ça serait au contraire d'alimenter cette polarisation que je dénonce. En fait, mon livre, c'est de dénoncer cette façon rigide là, de concevoir le débat public.
Notre système est conçu de manière telle que vous ne gagnerez pas si vous n'êtes pas dans un grand parti. Et certains diront, ben voilà, c'est ça la faille fondamentale du système. Moi, au Ce qu'on a contraire, reproché à Stephen Guilbeault quand il a joint les libéraux pour devenir ministre éventuellement de l'Environnement, c'est pas arrivé du premier coup, mais on disait, tu te joins à l'ennemi. voilà, Or, lui disait, ben non, je vais aller là où se prennent les décisions. là où je peux gagner. Et donc, ce qui est perçu de nos jours comme la faille du système, au contraire, en est, à mon avis, sa force. C'est qu'il oblige des gens d'horizons divers à se rassembler sous une même tente pour faire une coalition, finalement, pour essayer de gagner l'élection. Et ça fait quoi? Bien, ça oblige tout le monde à mettre un peu de l'eau dans son vin pour pouvoir pas trop chicaner sous la tente. Ça oblige le dirigeant ou les dirigeants de ce parti à trouver ou à offrir aux électeurs des positions qui vont satisfaire un peu tout le monde dans leur groupe, donc qui vont apaiser un petit peu tout le monde et qui vont satisfaire aussi un peu tout le monde. Et donc, ça force tout le monde à calmer, à se baisser le ton. Alors qu'au contraire, si on se met à récompenser chaque petit parti, eh bien, au contraire, ce sera une prime à l'exagération ou en tout cas à la rigidification des positions politiques. Israël est un exemple de ces partis nombreux et d'un pays très difficilement gouvernable. Oui. Évidemment, là, les gens répondront à ça, oui, mais là, c'est parce qu'Israël a une proportionnelle pure. Nous, c'est pas ça qu'on propose. Il faut savoir que des proportionnels, il y en a des centaines de modèles. Mais regardons ce qui est arrivé à l'élection québécoise. Moi, je trouve ça quand même intéressant parce que aux deux extrémités du spectre, vous avez Éric Duhaime et son Parti conservateur, à l'autre, Gabriel Nadeau-Dubois et son Québec solidaire. Et on pourrait... Moi, je postule que les deux ont mis de l'eau dans leur vin à cette élection dans le but de gagner plus de votes. Monsieur Duhaime a été propulsé par une colère sanitaire qu'il n'a pas beaucoup exploitée pendant la campagne, très peu. Il a été sur une droite économique traditionnelle, de plus bon ton. du privé en santé, en garderie, etc. Et à l'autre extrémité, Gabriel Nadeau-Dubois a mis de côté certaines idées qui dérangent, comme le désarmement de la police, ou en tout cas certaines affaires un petit peu plus... Quoi qu'il dit, je pense n'avoir jamais vraiment été totalement favorable à ça. Il y a comme un débat là-dessus, effectivement. Mais quand même, il y a certaines idées... Je me sentais obligé de le dire. C'est important au nom de le l'équité oui. et de la nuance. Mais il y a quand même certaines idées qui viennent de la base solidaire, qui sont un petit peu plus, mettons, en guillemets, radicales, qui ont été écartées aussi. Et je postule que les raisons pour lesquelles ils ont fait ça, de part et d'autre, c'est qu'ils voulaient augmenter leur chance de gagner. Alors que s'ils avaient eu la certitude que même avec 10 ou 15 % des voix, ils vont aller chercher 12 ou 20 députés, il n'y aurait peut-être pas eu d'incitatif à baisser le ton. Et donc, si vous ne voulez pas avoir la colère sanitaire à l'Assemblée nationale, bien, peut-être qu'il ne faut pas que vous ayez les pro-désarmement de la police non plus. C'est le compromis à payer. Qui se fait naturellement. Qui se fait naturellement par le système et qui fait en sorte que les idées sont un peu plus centrées et n'attisent pas ces divisions-là dans la société. Et plus encore, vous dites que la présence de Duhaime et des conservateurs dans la course a peut-être forcé le programme de la CAQ, c'est-à-dire que s'ils ne sont pas récompensés, et c'est fâcheux du point de vue du chef, évidemment, ils n'ont pas de siège, peut-être que certaines de leurs idées ou de ce sur quoi ils poussaient a été entendues. Oui, parce que je rejette cette idée que si vous n'élisez pas un député, vos votes sont allés à la poubelle. Ça, on entend ça souvent. Je ne me rappelle plus c'est quoi le nombre de votes que M. Duhaime a obtenu, que tous ces votes-là sont allés à la poubelle. C'est faux. La présence de M. Duhaime a un impact sur la Rive-Sud de Québec. Il y a plein de députés caquistes qui avaient peur de perdre et qui, à mon avis, font sûrement pression sur le troisième lien pour avoir le troisième lien, en partie pour ça. Pour ne pas être doublé sur leur droite, appelons ça Exactement. comme ça. Même chose à la gauche. Des fois, on ne veut pas être doublé à notre gauche. Donc, on fait c'est certainement le pari que M. Trudeau a fait, par exemple, vis-à-vis le NPD à une autre époque. Et donc, même les partis qui ne sont pas élus ou qui ne sont pas élus dans la proportion de votes qu'ils ont obtenus, ils ont un impact sur le paysage politique parce que nos politiciens, entre les élections, ils ont toujours les yeux rivés sur les sondages. Ils regardent et quand ils voient que des idées de leurs adversaires gagnent en popularité, ils essayent de les satisfaire. Et donc, le jeu politique est beaucoup plus organique qu'on essaie de nous faire croire. Ce n'est pas juste une fois aux 4 ans et ça ne se réduit pas à votre représentation parlementaire. Vous avez bousculé ma manière de voir les choses et j'apprécie vraiment parce que je n'avais pas pensé en ces termes-là et je me sens plus futé maintenant. Puis je suis capable, effectivement, de penser qu'il y a des vertus à ce que vous dites. Merci pour ça. Merci pour le livre que je trouve utile, courageux.
divergents très certainement aussi. Ça a été un plaisir. Est-ce que j'ai oublié de vous poser une question? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on aurait dû aborder? Non, je pense qu'on a fait Êtes-vous le tour. heureuse? Très heureuse. J'aime beaucoup ma nouvelle fonction. C'est extraordinairement stimulant. Oui, j'aime beaucoup ce que je fais. Et dire qu'on est heureux aujourd'hui, c'est radical. On pourrait dire ça, surtout après 3 ans de pandémie. Mais oui, la vie est bonne avec De moi. pandémie, oui. Je vous remercie beaucoup, Hélène Busetti, d'avoir accepté. J'aurais dû plus souvent, d'ailleurs, mentionner votre nom pour ceux qui se sont joints à nous pendant l'exercice. Madame Busetti qui signe, je le rappelle, un petit essai qui s'intitule « Plaidoyer pour l'extrême centre », bientôt en librairie. Ben voilà, c'est terminé. Ça fut un plaisir. Voilà qui complète l'émission pour cette semaine. Merci à Hélène Busetti qui a accepté de passer l'heure en notre compagnie. À la recherche, Marianne Grenon. La musique est signée Jean-Olivier Bégin. La réalisation est de Lola Mal. Au microphone, Stéphane Bureau. À très bientôt.